Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Aurore Quéclin et je suis en entrevue pour la chaîne À Gauche. Peux-tu nous parler de tes travaux? Du coup, moi, j'ai un peu deux types de travaux, entre guillemets, parce que j'ai cette double casquette militante et sociologue. Donc, d'un côté, je fais de la sociologie, donc des enquêtes ethnographiques. Je suis spécialiste notamment de la sociologie du genre et de la santé. J'ai fait voilà, beaucoup de terrain et puis une thèse et puis finalement un livre autour de la gynécologie médicale en France et notamment la notion de normes gynécologiques parce que ce qui m'interrogeait, c'était finalement le fait que la société poussait les femmes et uniquement les femmes à consulter un ou une gynécologue pour la contraception et pour le dépistage. Et moi, je me posais la question de pourquoi cette norme genrée. Et du coup, j'ai voulu traiter ça historiquement, ethnographiquement, en allant voir les consultations gynécologiques et voir ce qui se passait de ce côté-là. Donc ça, c'est la partie sociologique de mon travail. Évidemment, ça recoupe des préoccupations féministes quand on parle de gynécologie, de contraception, d'avortement, de contrôle des corps, de médicalisation. Évidemment que ça touche à des aspects qui sont pas que descriptifs sociologiques, mais bon, c'est ma façon de les approcher dans ce cadre-là. Et j'aimerais poursuivre en travaillant peut-être plus sur la psychologie, la santé mentale, mais toujours dans une optique genre et santé. Et puis de l'autre côté, il y a mes objets de recherche plus militants, où je suis un peu plus entre le militantisme et la production intellectuelle, on va dire. Donc en 2019, j'ai publié La Révolution féministe à partir de tout un tas de choses, à la fois des expériences militantes, des réflexions théoriques, et puis même un peu aussi en partie les cours que j'avais pu donner en sociologie du genre. Donc c'était vraiment un condensé de beaucoup de choses, mais où l'optique principale, ça restait quand même une optique d'intervention politique, on va dire, plus que de recherche sociologique. L'autre aspect de ce que j'ai essayé de contribuer à faire, c'est aussi de visibiliser dans l'espace francophone la théorie de la reproduction sociale, que moi j'ai connue notamment par le biais de Morgane Merteuil, qui a beaucoup œuvré elle aussi à la visibilisation en France de cette théorie. Et du coup, c'était un peu aussi un des enjeux dans la révolution féministe. Ça a été aussi un des enjeux où j'ai contribué à traduire en français l'ouvrage de Lise Vogel, Le marxisme et l'oppression des femmes, qui est un des textes fondateurs de la théorie de la reproduction sociale. Et du coup, c'est un peu là-dessus que porte l'autre moitié de mes travaux. Est-ce que tu te définis comme étant de gauche? C'est vrai que moi, j'utilise peu le terme en fait de gauche, comme je pense de plus en plus de gens d'ailleurs, parce que effectivement c'est un terme qui est très galvaudé, qui veut plus dire grand-chose et qui obscurcit un peu plus qu'il ne permet de comprendre les choses, puisque en fait dans gauche on va retrouver à la fois on va dire des capitalistes progressistes qui sont pour des mesures sociales, mais dans le cadre du capitalisme. On va retrouver aussi des antilibéraux qui seront pour un certain type de capitalisme, un capitalisme à visage humain, entre guillemets, mais pas du néolibéralisme. Et on peut retrouver aussi les anticapitalistes qui veulent mettre fin au capitalisme, alors par différentes façons et en s'organisant différemment potentiellement. Donc moi, en fait, je parle plus volontiers de mouvement ouvrier, mouvement féministe, mouvement antiraciste, souvent au singulier. On m'a souvent d'ailleurs reproché de mettre ces termes au singulier pour les unifier, mais parce que pour moi, c'est vraiment une façon justement un peu de saisir des espaces de mobilisation où sont en lutte les principaux concernés et les principales concernées. Et du coup, je dirais que c'est peut-être ça mon élément définitionnel plutôt central, c'est de considérer, si on reprend le terme à gauche, en fait, les structures sociales et politiques qui organisent les dominés du point de vue de la classe, du genre, de la race, pour le dire rapidement.
Je pense que ça permet en fait de remettre une première distinction dans cette nébuleuse du terme à gauche en fait. Et ça, c'est un peu un clivage, on va dire, qui est ancien, qu'on a eu tendance à un peu faire disparaître. En fait, au début du XXe siècle, on parlait dans le mouvement communiste internationaliste de parti de la classe ouvrière qui s'opposait au parti bourgeois. Bon, c'est des gros termes. Aujourd'hui, ça nous paraît par certains aspects anachronique, mais je trouve que ces clivages-là, ça permet quand même de restituer un peu les choses quand même. Donc, pour moi, ce qui est central, c'est la dimension de lutte, je dirais, et le fait qu'on est face à des structures d'auto-organisation d'une certaine manière. Que penses-tu des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui veut remplacer bourgeois et prolétaires par oligarchie et peuple? Est-il d'actualité de parler de bourgeoisie? Oui, pour moi, c'est tout à fait d'actualité. La difficulté, je pense, qui s'est présentée à certaines périodes, c'était que c'était des terminologies qui avaient été tellement attaquées, notamment par le capitalisme, qu'elles en devenaient presque inaudibles. On pourra revenir là-dessus, d'ailleurs, autour du terme de communisme, ce qui fait que certains groupes d'extrême gauche ont pu faire la stratégie de moins utiliser directement ces termes qui nous viennent en fait du 19e siècle en partie. Mais ça ne veut pas dire pour autant que leur contenu n'est plus d'actualité. Moi, je pense qu'il faut tenir un peu les deux bouts en essayant d'être audible. Donc, éventuellement, plutôt que de parler de bourgeois et de prolétaires, parler par exemple de travailleurs et de travailleuses face aux classes possédantes et dominantes, pour donner un exemple de traduction dans des termes qui parlent peut-être plus aujourd'hui, mais en conservant en fait le contenu qu'exprimaient ces termes au moment où ils ont été forgés, c'est-à-dire que de fait, il y a dans la société des personnes qui ne possèdent que leur force de travail, qui elles vendent contre un salaire, et de l'autre côté, il y a celles et ceux qui possèdent les moyens de production et qui s'enrichissent sur le dos de notre travail. Et ça, cette réalité, évidemment, elle va être reconfigurée avec le temps, mais le noyau dur, il demeure le même. Après, la question du rapport avec Mélenchon, l'AFI et les terminologies qu'il emploie, je pense que ça va au-delà, en fait, et c'est peut-être là où moi, je serai en discussion avec ce positionnement-là. Ça va au-delà de la préoccupation simplement de dialoguer et de rendre audible cette pensée-là en l'actualisant. Pour moi, dans le terme de peuple, il y a quand même un retour en arrière par rapport à une pensée en termes de classe sociale. Le peuple, c'est un terme qui est très plastique, très malléable. On peut mettre beaucoup de classes sociales différentes, ce qui empêche en fait de les penser et ce qui empêche de penser le noyau quand même de notre analyse de qui est au fondement de la société, c'est bien celles et ceux qui la font tourner et qui du coup travaillent. Et ça, le terme de peuple, on perd totalement cette idée. Donc je pense que c'est encore autre chose en fait, ce à quoi on assiste dans cette recomposition-là. Donc moi, je serais pour défendre en fait d'utiliser des termes qui peuvent parler à tout le monde et du coup éventuellement de voilà tactiquement s'éloigner des termes de bourgeois et prolétaires, mais en garder vraiment le sens profond et pas du tout aller dans une sorte de gommage de ce qu'il voulait dire en fait. Voilà, donc c'est un peu une position d'entre-deux, je dirais. Quelle alternative au système capitaliste? Je pense que l'enjeu pour l'extrême gauche aujourd'hui, c'est déjà de redémontrer en quelque sorte qu'une alternative est possible, notamment en l'élaborant. Je trouve qu'il y a un enjeu je crois que tout le monde est d'accord sur le fait, en fait, que le système capitaliste à l'heure actuelle va à sa propre perte. Je veux dire, la crise écologique le montre de façon tellement forte que pour tout le monde, il y a, pour tout le monde, pour de plus en plus de monde, il y a cette vision d'une impasse du capitalisme tel qu'il est, une prise de conscience qu'à un moment, les choses, elles vont devoir changer d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je trouve qui manque à l'heure actuelle, c'est justement un projet alternatif crédible. Disons qu'on n'est plus justement dans les années 90-2000 où suite à l'effondrement de l'URSS, du mur de Berlin, du mouvement ouvrier organisé, il y avait une sorte de chape de plomb néolibérale qui proclamait qu'il n'y avait plus d'alternative, que c'était la fin de l'histoire et que du coup le capitalisme avait en quelque sorte gagné. J'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette période-là. Mais que dans le même temps, de l'autre côté, le camp progressiste peine à vraiment réussir à proposer quelque chose comme une alternative qui soit séduisante,
et qui répondent à ce que Friot appelle justement, à mon avis, assez justement un désir de communisme, c'est-à-dire vraiment avoir un projet pour une société alternative qui donne envie, en fait, qui inspire du désir et qui donne à voir ce que serait une société transformée, une société débarrassée des oppressions et de l'exploitation. Et du coup, moi, je prétends pas avoir ce projet de tout trouver. Je pense que c'est en grande partie le rôle à la fois des militants et des militantes, des intellectuels engagés, d'essayer d'élaborer conjointement ce projet. Mais en tout cas, ce qui me semble déterminant, c'est de dire que c'est une des priorités. Qu'il y a un fort enjeu dans l'élaboration de ce côté-là. Et du coup, il me semble qu'il y a aussi un fort enjeu à ne pas avoir peur d'imaginer ce que serait justement ce monde futur. Redire en fait des trucs qu'on disait beaucoup et qu'on a cessé de dire parce qu'on avait l'impression que c'était maximaliste et qu'en fait, il fallait plutôt s'attacher à des mots d'ordre immédiats, mais redire en fait que ce projet, ce serait une totale réorganisation de la société, une totale réorganisation à la fois de la production et peut-être là où j'ai un apport propre aussi de la reproduction, c'est-à-dire à la fois repenser collectivement quand, comment, qu'est-ce qu'on va produire. Donc, se dire qu'il va y avoir des secteurs qui vont être amenés à décroître totalement, à disparaître, comme le nucléaire, la publicité, pour donner des exemples, et qu'inversement, d'autres secteurs seront amenés à croître quand on aura décidé collectivement de prendre en charge la production, comme la santé, l'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est, on va dire, classique dans l'élaboration marxiste. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que dans ce projet-là, il y aurait une réorganisation de ce qu'on a appelé la reproduction sociale. Donc, pour redire rapidement, même si peut-être que c'est clair pour tout le monde, mais quand même, dans reproduction, on entend production et reproduction de la force de travail, donc des travailleurs et des travailleuses. Et classiquement, on délimite 3 espaces centraux dans cette reproduction sociale. Centralement, c'est la famille, ce que l'analyse féministe a interprété comme le travail domestique, fourni gratuitement et invisibilisé comme travail par les femmes dans le cadre du foyer. Mais on le trouve aussi dans le cadre des services publics, où là, il est mutualisé, notamment pour tout ce qui est santé et éducation. Et enfin, on le trouve également de plus en plus de façon marchandisée sur le marché du travail, dans tout ce qui est justement service à la personne. Bon, eh bien, comme projet futur, il y a un enjeu à repenser la façon dont la société future reproduirait la force de travail, et notamment à faire sortir ce travail qu'on peut qualifier de reproductif, mais qu'on a qualifié aussi de domestique, de la famille. Donc, opérer à une forme de destruction, en tout cas de la base économique de la famille, pour en fait mutualiser le travail reproductif, pour le partager entre tous et toutes, notamment en développant dans un premier temps les services publics et puis ensuite en réorganisant même totalement nos manières de vivre, en mettant en place par exemple des cantines collectives, des crèches collectives, en repensant les logements pour mutualiser tout ce qui est travail ménager, travail domestique, bref. Et ça, il me semble que ces élaborations-là, elles sont pas, elles sont, enfin, il y a cette tentation, je trouve vraiment dans l'extrême gauche, de se dire tout ça, ça va séduire que les plus intellectuels d'entre nous, qui vont se projeter dans cette vision positive de la future société. Mais je pense que c'est une erreur. Je pense qu'en fait, quelque chose qui va justement muer les mobilisations sociales, c'est d'aller au-delà de juste être des mobilisations défensives, et que avoir un projet clair pour une contre-société, c'est évidemment un élément central de mobilisation. Un retour vers le signifiant communisme ? Moi,
Personnellement, je suis pour resignifier le terme de communisme pour justement se le réapproprier et lui donner une autre signification que celle qu'il a pu avoir au fil du temps. Mais j'en fais pas une ligne de clivage absolue. C'est-à-dire que si d'autres personnes utilisent d'autres termes, finalement, peu importe du moment qu'on est d'accord sur ce que ça recoupe. Je sais que, par exemple, de plus en plus, on voit utiliser le terme d'écosocialisme. Enfin, il y a de fait des nouveaux termes qui surgissent et qui, du coup, créent des débats au sein de l'extrême gauche. Pour moi, enfin, j'essaie de tenir les deux bouts, c'est-à-dire, personnellement, je pense que le terme de communisme, il faut le conserver parce que c'est un héritage historique et qu'on peut le resignifier. Mais j'en fais pas un fétiche absolu. Je suis prête à discuter avec n'importe quel autre terme du moment qu'on se met d'accord sur ce que ça recoupe. Et je trouve qu'on a quand même cette tendance beaucoup à l'extrême gauche de se crisper sur des terminologies, ce qui n'est pas forcément le plus utile en réalité. Et par ailleurs, il y a aussi l'enjeu toujours, enfin, qui est une de mes préoccupations, de s'adresser plus largement que à nous-mêmes. Et ça implique que potentiellement, à des moments, il y a des termes qui sont une évidence dans le milieu militant, mais qui sont pas audibles largement, et du coup, on va pas les utiliser. Et c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'on trahit ou que on recule en termes de contenu. Les termes n'ont de signification qu'à un moment donné, dans un espace donné. Enfin, ils sont eux-mêmes extrêmement variables. Donc, je pense que voilà, si je devais condenser ma position, c'est dans le fond, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on met derrière. Question de position revue. On voit la réapparition d'un pseudo-féminisme matérialiste, fondé sur la biologie, totalement réactionnaire, les TERF. Comment le féminisme matérialiste progressiste et historique peut combattre cette réaction sans tomber dans le pur constructivisme? Je pense que c'est une excellente question, mais peut-être deux précisions avant d'y répondre. D'abord, moi, j'ai pas de problème à tomber dans du pur constructivisme. Je tiens à le préciser quand même. Parce que ça doit être mon côté sociologue. Je pense que le risque, c'est plutôt de toujours être tenté par une lecture biologisante des phénomènes sociaux et que du coup, voilà, tirer un peu de l'autre côté, parfois de façon peut-être un peu abusive, ça me semble plutôt sain en fait en termes d'exercice de pensée. Donc, disons que moi, j'ai pas du tout peur de tomber dans le pur constructivisme. Et l'autre aspect, c'est par rapport, mais c'est les termes qu'on emploie, TERF ou effectivement, à quel point est-ce que c'est du féminisme ou pas, et peut-être repréciser quand même que en fait ces positionnements sont majoritairement et de façon écrasante le fait de l'extrême droite en réalité. Il y a quelques figures de fait qui sont issues du mouvement féministe, mais qui ne promeuvent plus véritablement une idéologie féministe aujourd'hui. On parlait des termes juste avant. C'est vrai que là, ça fait réfléchir sur les termes. Je pense qu'il faudrait peut-être trouver d'autres termes qui ressoulignent bien à quel point c'est plutôt le fait en réalité de l'extrême droite. Alors moi, il me semble que la meilleure façon de répondre à ça, c'est de dire qu'en réalité, tous les arguments qui vont venir attaquer les personnes trans, c'est les mêmes arguments qui sont au fondement de la domination sexiste en réalité. C'est vraiment une idéologie du sexe qui a servi de justification pendant des siècles, voire des millénaires à la domination des femmes. Et le geste même du féminisme, en fait, a consisté à rompre avec cette lecture biologique de la domination. Puisqu'en gros, la justification à la domination patriarcale, c'est quand même qu'il y a une différence des sexes innée, immuable, une sorte de déterminisme contre lequel on ne pourrait rien, qui crée des femmes qui ont un corps et une façon de fonctionner inférieure, potentiellement pathologique, qu'il faut contrôler et dangereux. Voilà. En fait, tout le mouvement du féminisme, ça a été de dire précisément l'inverse en disant avec Simone de Beauvoir, c'est voilà, la phrase qu'on cite toujours, mais c'est quand même le geste premier du féminisme moderne, c'est de dire on n'est pas femme, on le devient. Donc ce qui définit la catégorie femme, c'est bien une construction sociale et pas un donné biologique et pas une assignation à un sexe biologique. Donc
Si on va au-delà de ça et si on réfléchit en termes encore plus, on va dire, abstraits, et là, en fait, on rejoint toute une élaboration qui, paradoxalement, a été celle de Christine Delphy. Je dis paradoxalement parce que de ces dernières années, Christine Delphy, malheureusement, a pu soutenir des positions qui étaient proches de celles des TERF, entre guillemets. Alors à quel point, enfin bon, il y a eu des débats sur à quel point en fait elle avait été manipulée ou pas. À la limite, peu importe, mais pour dire qu'en fait toute son élaboration, et c'est important de le rappeler, à partir des années 70 et quasiment jusqu'à aujourd'hui, a montré à quel point ce qui était premier, c'était la domination. Elle dit dans l'ennemi principal, habituellement, on lit la domination comme on la lit en fait de façon un peu temporelle, chronologique. On se dit à la naissance, il y a des sexes différents sur lesquels on va construire des rôles de genre et tout ça explique en définitive la domination. Et elle explique que cette lecture-là, qui est la lecture du sens commun, il faut entièrement la retourner et prendre les choses à l'envers, qu'en fait, ce qui s'est passé chronologiquement et la façon dont on peut comprendre les choses, c'est que premièrement, il y a une domination sociale. Il y a une domination sociale parce qu'il y a exploitation d'un groupe par un autre. C'est le cas pour le genre, mais c'est le cas aussi pour la race, c'est le cas aussi pour la classe. Et du coup, parce qu'il y a cette domination-là, cette exploitation-là, il faut une justification, une explication de son existence. Donc, on va attribuer des rôles sociaux différenciés à ces différents groupes et on va justifier la domination sur une base biologique, en l'occurrence le sexe, mais qui aurait pu être une base biologique très différente. On voit pour la race que c'est d'autres marqueurs biologiques qui ont été choisis, mais à chaque fois, c'est une même construction sociale qui sert à justifier la domination. Et donc, en fait, ça nous permet vraiment de déconstruire cette idéologie qui est à la fois anti-trans, mais anti-féministe totalement aussi. Et donc, vraiment, je vois pas comment c'est possible, quand on est féministe, d'être anti-trans. C'est juste impossible. Et on voit d'ailleurs, à l'échelle des mobilisations globales, que à chaque fois que les droits trans ou LGBT en général progressent dans une société, ça va de pair avec les progrès des droits féministes. Et inversement, dans les pays où il y a des reculs sur les enjeux des droits trans, il y a des reculs pour toute la communauté LGBT, il y a des reculs pour l'ensemble des femmes. Pourquoi ? Mais parce que ça touche toujours aux mêmes choses. Ça touche toujours aux enjeux des droits reproductifs, du droit à disposer librement de son corps, et c'est les mêmes mécanismes de justification de la domination qui sont à l'œuvre. Donc, en fait, je pense qu'on est vraiment très armé pour répondre en réalité à ce discours-là. Simplement, peut-être en France, la particularité, c'est que on l'avait peu connu par le passé et que malheureusement, parce qu'il se développe partout dans le monde, il se développe aussi en France. Et du coup, il faut qu'on s'arme pour y répondre. Est-il vraiment possible d'organiser une grève massive domestique comme on a pu le faire avec le mouvement ouvrier ? C'est une bonne question. En fait, ça revient à poser un peu la question de la force et de la faiblesse d'une telle grève en réalité. Donc, la force et les raisons pour lesquelles je la mets en avant, bon, d'abord, c'est son aspect stratégique quand même. Le fait que à la fois on touche au cœur de la domination de genre, puisque dans mon analyse, dans les théories de la reproduction sociale, il y a l'idée que si on est dominé, c'est qu'on est exploité, que nous est assigné un type de travail spécifique, le travail reproductif. Et du coup, si c'est vraiment le centre de la domination, inversement, la grève, c'est vraiment l'analogie avec la classe, c'est l'arme toute trouvée pour pouvoir lutter contre la domination, pour pouvoir mettre en place un rapport de force. Et c'est vrai que à ce titre-là, la grève du travail reproductif, la grève du travail domestique, elle a plein d'avantages. Ne serait-ce que déjà en termes de visibilisation d'à quel point c'est un travail qui est essentiel. Et ça, il me semble que on a eu un exemple intéressant justement de moments de visibilisation d'à quel point le travail reproductif était un travail essentiel au moment du Covid, quelque part. C'est un moment où on s'est rendu compte que le travail reproductif, c'était une des rares tâches qu'on pouvait pas confiner. Et ça, je trouve que ça a été un point d'appui après par la suite dans l'analyse féministe, parce qu'il y avait une prise de conscience vraiment à une large échelle
que ce travail qui ordinairement dans le système habituel du capitalisme est méprisé, considéré comme à la limite du travail, très peu rémunéré. Eh bien en fait, si on l'arrête, enfin c'est impossible pour la société de tourner sans lui. C'est le slogan si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête, et c'est un peu ça. Donc au moment du Covid, c'était impossible de l'arrêter. Et évidemment que promouvoir la grève, c'est faire cette démonstration aussi. Et puis bien sûr, l'autre aspect qui est important, c'est de permettre l'auto-organisation des femmes et des minorités de genre, puisque une des difficultés à laquelle on est confronté dans les mouvements sociaux, c'est que les femmes et les minorités de genre ont beau participer aux mobilisations, du fait notamment de la double journée de travail, elles peuvent moins prendre de place, elles peuvent moins être mises en avant. Et c'est vrai que cette grève du travail reproductif permettrait aussi ça. Après, j'entends aussi tout aussi bien toutes les critiques qui peuvent être faites à ce type de grève et qui sont des vraies difficultés auxquelles on est confronté en réalité. On touche en fait effectivement à la sphère privée, où les femmes et les minorités de genre se retrouvent extrêmement isolées. On est très loin, en fait, du travail tel qu'il est conçu habituellement sous le capitalisme, avec des grandes concentrations de travailleurs et de travailleuses qui, du coup, peuvent s'organiser collectivement pour construire leur grève, pour se soutenir, etc. Là, chacune est isolée dans son foyer. Et du coup, évidemment, c'est pas évident de construire une telle grève. L'autre aspect, c'est que beaucoup des effets de la grève du travail reproductif ont lieu sur une temporalité qui est longue. En fait, par exemple, cesser de reproduire les travailleurs et les travailleuses intergénérationnellement, bon, les effets, c'est sur des dizaines d'années, en fait. Donc forcément, c'est pas très efficace d'un point de vue stratégique là. Et inversement, et c'est la particularité de ce type de travail que j'expliquais au tout début, pour les effets qui sont les plus immédiats, là par contre, on peut être dans des enjeux de survie absolue. Mettons que par exemple, toutes les travailleuses du soin, de l'hôpital cessent de se mettre en grève. Bon bah là, on aurait un problème à très très brève échéance. En fait, du coup, c'est pas un problème insurmontable. C'est-à-dire que en fait, dans toute grève générale, il y a un moment où si on reprend pas la main sur la production pour la grève, les grévistes eux-mêmes se retrouvent dans une très mauvaise passe. Ils doivent bien manger, se transporter, aller sur les lieux de grève, etc. Donc, on a besoin de remettre en place la société pour les grévistes. Mais c'est vrai que la difficulté dans le cas de la grève du travail reproductif, du coup, c'est que ça demanderait un niveau d'auto-organisation très élevé très vite. Alors que dans le cas d'une grève générale, généralement, c'est des choses qui prennent du temps à l'échelle de jours, voire de semaines. Et là, comme il s'agit d'enjeux de survie très rapides, on aurait besoin d'avoir un haut niveau d'auto-organisation. Donc tout ça, ça plaide pour une difficulté de la grève du travail reproductif. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, la façon dont je la conçois, elle est un peu double. C'est d'abord un mot d'ordre de visibilisation du travail reproductif et de construction du mouvement féministe. Voilà, mais du coup un peu propagandiste. Il s'agit et d'un mot d'ordre très politique en réalité. Et le deuxième aspect, c'est que moi je délie pas du tout à terme la grève du travail reproductif d'une grève du travail productif. Ne serait-ce que parce que toute une partie du travail reproductif est en fait déjà sur le marché, que la plupart des travailleuses qui travaillent aussi dans leur foyer, elles ont un travail par ailleurs et que ça n'a pas de sens de délier les deux. Et qu'enfin, voilà, pour sortir des apories d'une grève stricte du travail reproductif, il me semble que défendre justement ces deux aspects de la grève, productif et reproductif, ça permettrait d'en sortir. Donc voilà comment moi je dépasse les limites. Je pense qu'il faut pas les nier. Ça ne veut pas dire pour autant que la mise en avant du travail reproductif, c'est pas intéressant d'un point de vue politique. Mais voilà, moi, je le lirais grâce à cette perspective d'une grève générale qui prendrait en compte travail productif et reproductif à la fois. Que penses-tu de la réflexion de Houria Bouteldia où elle déclare qu'en France, les hommes indigènes sont les premières cibles du racisme d'État? Les hommes des communautés non blanches, et là je parle de la France,
eh bien, sont les victimes prioritaires du racisme d'État. Les hommes sont les premières cibles du racisme d'État. C'est eux qui sont tués par la police, c'est eux qui subissent des contrôles au faciès à répétition depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 50, voire 60 ans. C'est eux qui sont massivement en prison. C'est eux qui sont massivement discriminés à l'école et à l'université. Les femmes indigènes sont moins discriminées à l'université, par exemple, et dans leur parcours scolaire. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ordre social raciste et blanc et patriarcal, eh bien, les choses sont renversées quand on descend chez les indigènes. Les hommes blancs sont au-dessus des femmes blanches, qui sont, eux, au-dessus de tous les indigènes, mais dans la catégorie indigène, les femmes indigènes sont mieux traitées que les hommes indigènes. Moi, je pense que c'est pas une question de plus ou moins de discrimination entre les hommes racisés et les femmes racisées, mais plutôt que ça prend pas la même forme en fait en fonction du genre, enfin que le racisme va prendre une forme différente en fonction de à qui il s'applique. Donc moi, pour le dire, j'aurais une analyse plutôt intersectionnelle, mais au sens vraiment de ce que signifiait l'intersectionnalité au départ, c'est-à-dire cette idée que il y a des reconfigurations dans les formes de domination quand on est au croisement de plusieurs dominations. Donc que les femmes racisées vont pas subir le sexisme et vont pas subir le racisme de la même façon que les femmes blanches ou que les hommes racisés. Mais elles vont subir une forme spécifique. Et je trouve que dans le cas de la France, en ce moment, en plus, c'est particulièrement difficile de dire ça parce que on peut quand même voir un lien direct entre toute la polémique qu'il y a eu à la rentrée autour du port de l'abaya et pendant l'été, la lutte, notamment suite à l'assassinat de Naël. Donc, en fait, déjà, il y a quand même un très fort lien entre les deux. Et donc, on voit que les femmes racisées, elles sont aussi touchées par l'ordre raciste et en lien avec voilà, les luttes antiracistes. Mais elles le sont aussi spécifiquement, c'est-à-dire en tant que femmes. Donc, on va s'attaquer à la façon dont elles se vêtissent. On va s'en prendre à leur libre disposition de leur corps, d'une façon qui est bien sûr toujours aussi raciste, hein. Mais on voit bien qu'elles sont un peu à l'intersection entre les deux. Et pour creuser un peu ça sur les théorisations d'Houria Bouteja, moi j'ai l'impression que le truc, c'est que elle a une volonté finalement politique qui est tout à fait son droit, hein, il y a pas de souci avec ça, mais où, du coup moi je la discuterai, c'est de définir un rapport social de domination comme étant le principal, et en l'occurrence dans son cas le racisme. Encore une fois, ce qui s'explique par tout un tas de choses, le fait que en France, on est à des années-lumière de reconnaître l'importance de la lutte antiraciste. Ça s'améliore, mais bon, voilà, ça reste compliqué pour tout un tas de raisons. Et puis l'autre aspect aussi, c'est que par la théorisation, on a toujours la volonté de faire émerger un sujet de lutte. Et je pense que ça a toujours été un peu le cas dans les théorisations politiques, cette volonté en fait en remettant au centre un rapport social de domination, faire émerger celui ou celle qui est central dans ce rapport social de domination comme le sujet politique par excellence. Et quand on a envie qu'une lutte politique elle se développe, eh bien on peut être tenté de le faire. Je dis ça parce que voilà, dans l'histoire, le mouvement ouvrier, sous l'influence du stalinisme notamment, a pu dire que la seule domination qui existait, c'était la domination de classe, en fait, et que les autres dominations, c'était des questions secondaires qu'on traiterait plus tard. Ce qui a fait que le mouvement féministe, d'ailleurs, en réponse, dans les années 70, a pu lui aussi théoriser que, en fait, l'ennemi principal, pour reprendre le terme de Delphi, c'était le patriarcat, que du coup, le rapport de domination centrale, c'était celui du genre. Et en fait, je trouve que Houria Bouteja est un peu dans ce choix théorique-là de finalement, il y a un rapport de domination en quelque sorte prioritaire, massif, plus important que les autres. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même une erreur à la fois en termes d'analyse et à la fois en termes stratégiques. En termes d'analyse, parce que moi, je suis plus convaincue
d'avoir une pensée que toutes ces différentes dominations, elles se renforcent mutuellement, elles agissent ensemble et on le voit bien. On le voit bien là, en fait, c'est impossible dans le cas de l'antiracisme de laisser de côté la classe et le genre. En fait, à chaque fois, tout est mêlé. Donc, je trouve que ça nous mène à avoir des positions en termes d'analyse qui sont incomplètes. Et puis surtout, stratégiquement, moi, je pense que ça mène en fait à délier les luttes, là où tout l'enjeu, au contraire, c'est de les lier entre elles et d'œuvrer à leur convergence, parce que de l'autre côté, on a un ennemi qui, lui, est très uni, très conscient de ses intérêts, et que du coup, l'enjeu, c'est dans l'autonomie des différents mouvements, mouvements ouvriers, mouvements féministes, mouvements antiracistes, bien sûr, il y a des formes d'autonomie, mais quand même permettre des convergences qui nous fassent avoir des victoires, quoi. Au Québec, on a vécu un backlash féministe contre les femmes qui ont parlé pendant la période MeToo. Certaines féministes sont critiques face à cette forme de féminisme carcéral et à l'injonction de devoir parler et porter plainte. Oui, moi déjà, le mouvement MeToo, on va dire que je l'isole pas de ce que certaines féministes ont pu appeler une quatrième vague du féminisme, c'est-à-dire un renouveau des mobilisations féministes à l'échelle internationale à partir en gros du milieu des années 2010 et jusqu'à nos jours. Donc MeToo, c'est en quelque sorte un moment de cette remobilisation féministe, mais c'est pas le seul moment. Et du coup, on peut pas vraiment le comprendre si on le prend que de façon isolée. Et notamment, je pense que c'est important de replacer MeToo dans un contexte qui l'a précédé de lutte contre les féminicides, notamment en Amérique latine. On a beaucoup parlé, par exemple, du collectif argentin Ni Una Menos. Et tout ça, c'était en fait antérieur à MeToo à proprement parler. Et moi, j'ai l'impression quand même que MeToo ne peut se comprendre que dans ce cadrage-là. Voilà, et en plus, la quatrième vague du féminisme, en fait, elle est encore en cours. Il y a encore des élaborations qui sont à l'œuvre, et notamment depuis quelques années, il y a la tentative de construction d'une grève féministe internationale pour le 8 mars, qui fait que justement, on sort en partie des enjeux qui centrent uniquement sur les VSS. Et on essaie de réancrer en tout cas la lutte contre les VSS aussi avec quelque chose qui a à voir avec l'enjeu du travail reproductif, etc. Et donc ça, je pense que c'est important à redire d'un côté. Et de l'autre, de dire aussi que ces mobilisations féministes, elles ont emporté des victoires à l'échelle internationale. Notamment, là encore, en Amérique latine, il y a tout un tas de pays qui ont vu le mouvement féministe se mobiliser pour obtenir la légalisation de l'avortement, en justement analysant l'absence de liberté à disposer de son corps comme une forme de violence, pour faire le lien avec l'enjeu des violences. Et on a quand même eu des victoires très importantes où le droit à l'avortement, il a été arraché par le mouvement féministe en Argentine, au Mexique, en Colombie, entre autres. Tout ça, ça fait quand même qu'on est face à un mouvement qui est fort, qui a mobilisé massivement à l'échelle internationale et qui a obtenu des victoires. Et moi, à mon avis, ce backlash, il est à comprendre aussi dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des moments de progression, on arrache des nouveaux droits, évidemment, il y a des tentatives de recul en arrière, il y a des réactions justement en réponse à ces mouvements-là. Donc, moi, c'est comme ça que j'interprète le mouvement de backlash. C'est pas pour le nier, mais c'est pour le repositionner aussi, pour voir toujours, les points positifs. Et du coup, en voyant ça aussi, ça permet aussi de mettre la question du féminisme carcéral un peu à sa juste place, parce que j'ai l'impression que, moi, je partage totalement la critique par ailleurs. Mais j'ai l'impression que du coup, la tentation, entre guillemets, ça pourrait être de jeter un peu le bébé avec l'eau du bain, de se dire, en fait, le verre était dans le fruit. J'utilise que des expressions, mais bon, peu importe, j'aime bien parler avec des expressions. Mais en gros, que le problème, c'est la lutte contre les VSS qui amène forcément à ce type de réponse. Et moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est pas parce que se développe un féminisme institutionnel qui
qui défend une rhétorique carcérale et qui défend en fait centralement la répression, que le mouvement dans son entièreté doit être remis en cause. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le symptôme qu'on est face à un mouvement de masse et que donc, y compris, le féminisme institutionnel va s'en emparer. Mon impression, c'est que dans le mouvement féministe, on a moins l'habitude de l'institutionnalisation et que du coup, elle nous choque plus. Mais dans le mouvement ouvrier, ça fait très longtemps qu'il y a de l'institutionnalisation, qu'il y a une tentative du capitalisme, en fait, de mettre dans les rangs toute contestation du point de vue de la classe, du point de vue de l'anticapitalisme. Le mouvement féministe, c'est un peu plus récent, mais pour moi, c'est exactement la même logique. Après, la différence quand même, et qui est d'importance, c'est que c'est peut-être plus facile de coopter le féminisme au sens où il est transclasse. Donc, quelque part, c'est plus facile pour le capitalisme d'essayer de faire croire qu'un féminisme néolibéral, ce serait un féminisme pour tous et toutes, alors que bien sûr, ça n'est pas le cas, mais de mettre en avant le genre en essayant de cacher un peu la classe. Bon, voilà, il y a peut-être cette particularité-là, mais moi, ça me choque pas, cette institutionnalisation et que du coup, bah oui, les modernes institutionnels prennent beaucoup de place parce que, par définition, ils ont un plus grand écho, ils ont plus d'espace, etc., etc. Donc moi, je serais plutôt tentée de dire ce qu'il faut réussir à faire, c'est plutôt de réussir à mettre en avant d'autres revendications que celles-là, des revendications en termes d'une éducation au genre dès la plus petite enfance pour prévenir les violences, une égalité économique réelle entre hommes et femmes parce qu'on sait que la dépendance économique, c'est une des raisons pour lesquelles les femmes restent auprès de leurs conjoints même quand ils sont violents, de défendre la construction massive de logements d'urgence qui pourrait amener aussi à réfléchir plus globalement à un service public des logements, indépendamment de l'enjeu des violences, mais pour avoir une mesure plus large, une réflexion plus large autour des violences, du logement, pardon. Mais en tout cas, moi, ma position, c'est qu'on on peut pas totalement mettre de côté cette question des VSS parce qu'il y a un mot d'ordre institutionnel qui nous déplaît, qui a émergé, pour la simple et bonne raison que cette question des VSS, les violences sexistes et sexuelles, ça mobilise énormément, ça interpelle beaucoup de femmes et de minorités de genre. Et de toute façon, quand on parle de la violence, on est forcément dans le cœur de toute oppression. Donc, c'est logique que ça va continuer en fait à agiter les femmes et les minorités de genre. Et du coup, pour moi, la réponse, c'est vraiment essayer de mettre en place d'autres revendications, en fait. L'expression d'une certaine radicalité dans les luttes a-t-elle disparu? Je pense pas que la radicalité ait disparu, mais effectivement, c'est ce que je disais. Je pense qu'on est interpellé par l'institutionnalisation d'une partie du féminisme qui, de fait, l'assagit, voire le rend, mais je pense que c'est faux, mais donne l'impression qu'il pourrait être compatible avec le capitalisme. Donc ça interpelle et ça peut donner l'impression qu'il y aurait une moindre radicalité du mouvement féministe aujourd'hui. Mais je pense que elle prend des formes qui sont différentes. À mon avis, la radicalité à l'heure actuelle, elle s'exprime en essayant justement de construire un mouvement féministe qui soit en dehors des institutions, en dehors de l'État et surtout en lien avec les autres mouvements sociaux, en lien avec le mouvement antiraciste, en lien avec le mouvement anticapitaliste, le mouvement social. Et du coup, là où je verrais la radicalité, c'est dans toute cette tentative d'une partie des nouvelles générations féministes d'ancrer aussi la lutte féministe autour d'un enjeu lié au travail, notamment en essayant de politiser le travail reproductif et de construire cette grève du travail reproductif pour le 8 mars que j'évoquais avant. Alors, c'est pas une radicalité en termes de violence ou de rapport d'attaque directe à l'État, mais c'est une radicalité dans la façon de comprendre que le féminisme ne peut pas se penser de façon indépendante d'une analyse du système capitaliste et raciste dans son ensemble, ce qui, à mon avis, est un moyen d'éviter les écueils justement de l'institutionnalisation d'une partie du mouvement féministe. Et c'est en cela que je trouve qu'il est radical, intéressant et qu'il nous montre une voie. C'est en fait vraiment essayer de penser à un féminisme anticapitaliste et antiraciste, tout simplement, pour le dire vraiment sous sa plus simple expression.
Et c'est ça qui permettra, entre guillemets, de sauver le féminisme, selon moi, de toutes les tentatives de récupération possibles, mais aussi de tous les dévoiements où, en fait, on voit une partie des féministes se lever contre une autre partie des féministes de façon totalement absurde. Donc, je pense que c'est là qu'il y a une vraie radicalité. Qu'en est-il de l'utilisation de la violence dans les luttes? Est-elle efficace selon toi? Déjà, je pense qu'il y a plusieurs façons de concevoir la violence. Peut-être la difficulté, c'est que moi, je suis pas convaincue, mais je dis pas que c'est ta position par ailleurs, mais par la violence pour la violence. Disons que moi, j'ai l'impression que l'enjeu, c'est de réussir à toucher le plus largement possible sur les mots d'ordre les plus radicaux possibles. Donc, en quelque sorte, l'enjeu, ce serait d'avoir une forme de violence, mais massive. Et la difficulté dans laquelle on est, c'est que souvent, soit on a la violence d'un petit nombre, soit des mobilisations de masse, mais extrêmement pacifiées. Donc l'enjeu, ce serait de réussir à réconcilier. Et ça, c'est peut-être une question qui dépasse quand même assez largement l'enjeu du féminisme. C'est une question pour l'ensemble des mouvements en réalité. Et sur la question du féminisme, bah après, tout dépend ce qu'on définit comme violent. Voilà, c'est toujours par rapport à la société dans laquelle on vit. Par exemple, avec le mouvement des collereuses, je ne sais pas s'il y en a eu au Québec comme en France, mais en fait, depuis quelques années, le nombre des femmes et minorités de genre qui ont été tuées se sont affichés dans les rues avec des mots d'ordre. Enfin, il y a tout un mouvement de collage en fait féministe. Ça a l'air d'être une action, par définition, très peu violente. Enfin, on parle de juste mettre des affiches dans la rue. Sauf que les personnes qui participent à ce mouvement-là ont témoigné du fait que ça interpellait tellement les gens que pour tout un tas de personnes, c'était des actions qui étaient considérées comme violentes et qu'en retour, les passants venaient agresser les personnes qui collaient. Pour donner une idée de... Donc, pour dire que c'est pas si simple de définir ce qui est une action violente ou pas, dans une société hyper patriarcale, en fait, juste afficher le nom des mortes dans la rue, c'est considéré par pas mal de gens comme une forme de violence, alors que nous, on dirait que c'est de l'ordre déjà d'une forme de justice minimale, mais en plus quelque chose de plutôt pacifié. Donc voilà, je trouve que c'est compliqué, ces enjeux de définition de la violence en réalité. Le film Barbie, est-ce le capitalisme qui parle de féminisme? Qu'en penses-tu? Au-delà du film Barbie, on a souvent quand même ces débats en disant finalement que le capitalisme est très bien capable de mettre en avant des mots d'ordre féministes dans la chanson, dans les séries, et là, dans ce film qui est peut-être le paroxysme du phénomène. Moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours dire une chose quand même avant d'aligner les critiques. C'est quand même qu'en termes de représentation, ça vaut quelque chose, au sens où il y a aussi une lutte culturelle, une lutte des représentations, et du coup, ça apporte des choses en termes de représentation que le terme de féminisme, de patriarcat soit utilisé très largement. Ça, c'est le petit aspect, on va dire, positif de la chose. Après, dans le film Barbie, je trouve que c'est très largement compensé par tous les aspects négatifs. Déjà au sein même du film, en réalité, ça c'est une critique qui a été faite, il me semble, par la sociologue Laure Bérény, mais qui est très juste en disant qu'en fait le féminisme qui est promu dans Barbie, c'est vraiment un féminisme pour les classes supérieures blanches en fait, où tous les métiers qui sont représentés et les enjeux qui sont représentés, c'est uniquement ceux des classes supérieures et qu'on gomme totalement les enjeux de classe et de race, à part en termes de pure représentativité, mais qui a aucune pensée véritablement justement intersectionnelle dans ce film-là. Donc ça, c'est quand même le gros problème. Et puis l'autre aspect, c'est que c'est quand même une large opération de communication pour la boîte de Barbie là, qui va faire mais des bénéfices considérables sur le dos de ce film. Donc on est vraiment dans le féminisme qui devient une marchandise pour vendre, pour produire des profits. C'est quand même un terrible paradoxe, quoi. Donc, je pense que effectivement, en termes si on fait le bilan, c'est plus négatif que ça n'est positif. Mais je voulais le dire parce que parfois,
pour des films ou des productions culturelles où c'est moins clair que pour Barbie, parfois il faut quand même appuyer sur l'aspect représentation. Je pense à beaucoup de séries à plus petit budget qui ont pu avoir leur importance à un moment donné en termes de faire passer des mots d'ordre féministes, etc. Ou même certaines chanteuses. Voilà, ça, il faut pouvoir le dire. Mais dans le cas de Barbie, il me semble quand même que moi, j'ai un avis plutôt tranché sur la question, que c'est vraiment, vraiment clair, que c'est plutôt une récupération du féminisme à des fins capitalistes, à la fois dans la narration et à la fois dans les buts qui sont poursuivis en faisant ce film, qu'autre chose. Après, ça ne veut pas dire que voilà, pour la réalisatrice, pour des acteurs ou pour même des spectateurs, il n'y a pas eu une autre dimension qui est apparue et qui a eu son importance pour elle et eux. Ça, je veux pas le nier, mais pour moi, c'est pas le symbole du féminisme. Non, ça, c'est sûr que non. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.